Bonjour, bonjour les Africains, bonjour les Africains descendants, bonjour l'humanité consciente, bonjour spécial à tous les Gabonais et aux Gabonais à qui s'adresse aujourd'hui cette capsule, ce podcast coafrologique. Malheureusement, nous n'allons pas avoir de générique aujourd'hui pour des raisons techniques. Mais le podcast, il a été préparé et on va vous le délivrer. Je suis le professeur Alphonse Mbeke, le fondateur de la coafrologie, la nouvelle science panafricaine pour la restauration, la justice, l'ordre, la renaissance et le nouvel ordre africain mondial. J'ai été saisi par une actualité qui commence à devenir assez importante. Il y a quelques mois, elle semblait être juste un épiphénomène qui allait passer. Et malheureusement, elle a l'air de se maintenir comme tous les faux concepts, comme toutes les fausses idées reçues. Elle tient parce que elle n'a plus sur quoi s'accrocher, parce qu'on lui a retiré tout ce qu'elle avait de plus important, tout ce qu'il y avait de plus essentiel. Alors, elle s'invente dans des résistances ou des réactions que j'appelle, dans mon travail scientifique, des réactions ou alors des révolutions néocoloniales projectives, parce que justement, cette communauté-là est restée et est encore sous le prisme colonial projectif. Nous parlons ici d'une communauté gabonaise qui est la communauté Fang. Le Gabon, la révolution au piège de l'épistémicide, c'est le titre de cet épisode. Alors, le mirage de la libération. Mais il faut dire que le 30 août 2023, le Gabon célèbre sa libération. Dans les rues de Libreville, l'espoir a le visage d'un treillis militaire. Mais derrière la liesse du changement de régime, une ombre ancienne rôde. Une ombre qui ne vient pas de la politique politicienne, mais des profondeurs de notre psyché collective. Nous parlons aujourd'hui d'une aliénation paradoxale, au moment même où l'Afrique prétend se réconcilier avec elle-même. Une partie du Gabon s'enferme dans un suprémacisme de façade, un repli identitaire qui rejette le frère écan du Cameroun au nom d'une frontière tracée à Berlin. Est-ce une renaissance nationale ou le symptôme ultime de ce que certains appellent déjà l'effacement existentiel? Cet effacement existentiel, justement, résonne dans mon travail scientifique au sein de la coafrologie. Il faut se remettre en considération avec le syndrome de 1963, en fait, ou alors la prison de Berlin, en somme. Pour comprendre ce qui se joue sous l'ère d'Oligui Nguema, il faut remonter à 1963. C'est l'année du péché originel de l'OUA, l'intangibilité des frontières coloniales. En sacralisant ces lignes de craie imposées par l'Europe, nous avons acté le divorce entre l'État et la nation. Le Gabonais d'aujourd'hui, pris dans une révolution néocoloniale projective, comme je l'appelle dans mon travail scientifique, se définit par sa carte d'identité plutôt que par sa racine. Le rejet des écans du Cameroun n'est pas une affirmation de soi, c'est une validation de l'œuvre coloniale. C'est le triomphe de l'épistémicide,
l'assassinat même de nos propres systèmes de parenté et de savoir. Le déplacement du Quafro et l'effacement existentiel. Dans mes travaux récents, disons, j'ai introduit un concept terrifiant. C'est celui de l'effacement existentiel. C'est ce qui arrive quand un peuple ne peut plus se penser que par le prisme de l'autre. Au Gabon, ce phénomène prend des proportions pathologiques. On assiste au déplacement du Quafro. Le Quafro, c'est le centre de gravité de l'être bantou, qui s'est déplacé vers une périphérie administrative vide. Le Quafro émerge dans mon travail scientifique comme le monde alternatif, l'espace alternatif que nous offrons pour pouvoir, désormais dans le cadre scientifique, situer l'Afrique. L'Afrique comme un monde, comme un espace où on peut trouver tous les éléments, tous les ingrédients civilisationnels. Parce que il n'y a pas très longtemps encore, avant même la création de ce concept, qui émerge de la coafrologie, de mon travail scientifique, la notion de coafro n'existait pas parce que la notion de monde africain était exclue. Nous étions une périphérie greffée au monde occidental. Aujourd'hui, c'est terminé. Bon, pourquoi donc cette haine du cousin transfrontalier? Pourquoi les écrans, tout d'un coup, si proches, divisés par juste quelques espaces de forêt qu'on ne voit d'ailleurs pas la frontière, c'est une frontière qui est mentale, qui est dans la tête des uns et des autres. Pourquoi cette haine du cousin frontalier? Parce qu'il est le miroir de notre propre perte identitaire. C'est toute la réponse. Le fang du Cameroun rappelle au fond du Gabon ce qu'il a oublié de lui-même. Alors, pour ne pas affronter ce vide, on s'invente une supériorité factice, une suprématie, disons un suprémacisme de lisière. C'est une aliénation violente, car elle s'attaque à la chair de notre propre culture. La gestion du pouvoir est la fausse révolution. La gestion actuelle du pouvoir par le CTRI semble, par certains aspects, surfer sur cette vague. En agitant le drapeau de la souveraineté sans décoloniser l'imaginaire, on risque, justement, on risque de se retrouver dans une situation où, justement, on va créer un nationalisme de ghetto, en somme, il faut le dire comme ça. Si la gabonité devient une arme d'exclusion contre la matrice et cancre, alors cette révolution n'est qu'une projection de nos chaînes. C'est une pathologie de la lisière. C'est comme ça que j'appelle ça, aussi simplement que je puisse le penser. On défend la clôture alors que la maison brûle. On se croit libre parce qu'on a changé de geôlier alors qu'on a simplement repeint les murs de la cellule identitaire. En conclusion, il faut se dire que nous allons vers une vraie réconciliation, si je peux le dire ainsi. Réconcilier l'Afrique avec elle-même, ce n'est pas effacer les États. C'est abattre les murs mentaux qui nous empêchent de voir que la frontière est une cicatrice, pas une identité. Le Gabon a l'opportunité d'être un phare, mais il ne pourra le faire qu'en guérissant de son épistémicide. Voilà, donc c'est ce que je voulais échanger avec vous aujourd'hui. Nous sommes dans une phase où les femmes, c'est vrai, il faut leur reconnaître ça, d'avoir essuyé des décennies
de rejet, des décennies d'isolement, des décennies d'effacement dans leur propre territoire. C'est vrai, c'est compréhensible. Mais n'acceptons pas non plus que quelques petites folies de grandeur, quelques petites suprématies, ou alors un regain de suprémacisme, de mimétisme occidental, du mimétisme colonial s'installe au point où on ne puisse plus reconnaître le frère avec qui on partageait la même frontière, celle que la conférence de Berlin des États européens a divisé, a scindé. Et ce qui me semble encore choquant, c'est que ce sont des frontières que nous avons érigées dans notre propre subconscient. Et c'est ça qui fait le plus mal. Parce que, vous savez, moi j'ai été au Gabon, j'ai vécu au Gabon, je suis passé par la frontière, ce sont des frontières ouvertes, tout le monde peut le faire. Je ne sais pas à quel moment j'ai vu vraiment une barrière. Il n'existe pas de barrière. Ce sont des barrières qui sont fictives, qui sont dans la tête des gens. Et de temps en temps, ce sont des barrières qui sont représentées par des petits policiers zélés, des petits douaniers zélés que vous retrouvez dans les frontières. Et en général, soit vous tombez sur un zélé, soit vous tombez sur quelqu'un qui comprend, qui vous laisse passer. Et aujourd'hui, justement, nous sommes face à ce mauvais discours, non pas seulement de repli identitaire, mais disons, de création d'un chaos dans un travail qui est en train de s'opérer avec ce que nous appelons aujourd'hui l'avènement justement des nouveaux paradigmes africains. Les nouveaux paradigmes africains exigent que l'Afrique se réconcilie d'abord avec elle-même avant de se réconcilier avec l'humanité et puis réconcilier l'humanité tout entière. Donc aujourd'hui, si nous ne sommes pas en mesure de voir la proximité, disons géographique et même linguistique et même culturelle qui existe entre les Ekans du Cameroun et puis les Ekans du Gabon, il y a un problème. On est en train de toucher le fond. On touche le fond de l'obscurantisme. On touche le fond de l'épistémicide. C'est-à-dire, on ne sait même plus reconnaître son frère. On est arrivé à ce niveau-là où on a été enfermé dans un processus d'auto-effacement, je parle de ça dans mes ouvrages, d'auto-effacement et dans mes essais, je parle de ça dans mes essais, d'auto-effacement au point où on est dans la technologie de l'ignorance, de l'effacement, du rejet de l'autre, de son frère, qui n'est rien d'autre que le rejet de soi-même. Parce que quand vous regardez la communauté Fang du Gabon, c'est une toute petite communauté de rien du tout. Ce n'est pas l'avènement de Oligui Nguema qui, aujourd'hui, va faire ressurgir, disons, la communauté. La communauté Ekan ne va pas se reproduire à une vitesse telle que elle va dominer les communautés Bateke ou alors les communautés Bapounou, là les Miéné, les Benga qui sont au Gabon. Et c'est ça qui me semble un peu assez dangereux parce que si les Ekans du Gabon aujourd'hui ne sont pas en mesure de voir la proximité dans le contexte bantou qui existe entre eux et les Ekans du Cameroun, je me demande, qu'est-ce qu'ils en diraient? Qu'est-ce qu'ils vont faire de leurs autres cousins, Benga, Bantou, Miéné, Bateke, et j'en passe, et d'autres tribus qui sont au Gabon, qui sont essentiellement des tribus bantous, des tribus de la même famille, que vous le voulez ou pas. Nous sommes très rapprochés génétiquement. Donc, devant cette sorte de crise, ou alors justement de crise au sein
de ce que nous, au sein de Global Coafro, l'organisation internationale qui justement active les théories et puis le travail scientifique de la coafrologie, nous ne pouvons que sortir et vous offrir ce podcast qui est un travail en condensé de l'Institut, qui est l'Institut des études du monde africain contemporain, une branche justement de l'organisation Global Coafro. Donc à travers l'Institut des études du monde africain contemporain, où se fait le travail de la restauration de l'Afrique, nous avons pensé à un podcast, voilà, c'est le premier. Nous avons aussi un essai qui va être publié aujourd'hui. Et compte tenu de l'urgence de la situation, je crois que je vais écrire un livre dans les tout prochains jours qui va être disponible dans les quelques mois, pour qu'on ait matière à réfléchir. Parce que aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, d'Internet et la monétisation, je crois que nous sommes en train de vivre des dérapages, mais qui sont dangereux, qui sont extrêmement dangereux. Et tout ce que nous on peut offrir, tout ce qu'on peut proposer, c'est que disons, la matière pédagogique. J'espère que après ce podcast, mon article va être lu et qu'une vraie discussion va s'ouvrir, une vraie discussion entre Africains descendants, pour que des spécialistes d'histoire, des spécialistes de développement, ou alors de restauration, ou alors d'ingénierie des communautés africaines, qui comprennent, qui sont alignés dans les paradigmes nouveaux, qui sont les paradigmes africains, pour ramener l'Afrique à ce que nous appelons la Renaissance africaine, qui passe justement par le rétissage des liens entre les communautés africaines. C'est le retour vers l'histoire, qui est le retour vers une histoire qui est l'histoire de la réconciliation, une histoire qui nous aide à nous réconcilier avec nous-mêmes. C'est pas une histoire écrite comme cela a été longtemps le cas, pour montrer les divisions, les différences, les aspérités entre les peuples et les communautés, mais une histoire qui entre dans la perspective d'une anthropologie critique qui trouve vraiment des questions réflexives qui permettent la recomposition au lieu de la destruction ou alors la séparation et la dislocation. Nous avons longtemps été victimes, nous les Africains, de cette vision du monde qui a voulu que le monde soit complètement fragmenté, nos communautés fragmentées, disloquées. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que cette dislocation, cette fragmentation, elle n'est pas bénéfique aux Africains qui, nous sommes, disons, des peuples de l'origine, des peuples de la matrice. Et qui dit peuple de la matrice, nécessite aujourd'hui que nous puissions reprendre justement cette matricité. Et pour reprendre la matricité, et pour retrouver la matricité, vous n'allez pas trouver la matricité en vous enfermant dans le fangisme, en étant des fangs qui se contentent du petit précaré français qui est le Gabon, là où aujourd'hui, dans un élan de pouvoirisme et puis disons d'impérialisme même, justement aujourd'hui on assiste à un regain d'une sorte de xénophobie, une sorte de xénophobie intra-ethnique, ce qui me semble vraiment assez incongru dans la mesure où je ne peux parler que d'épistémicide, et un épistémicide qui vraiment touche là la profondeur pathologique. C'est dommage que, je ne sais pas, on me pointe du doigt une blogueuse qui s'est levée un matin et s'est sentie, je ne sais pas, toute zélée, toute, voilà, tout pouvoir, toute force,
Et certainement, elle a dû puiser quelque part cette énergie, cette force pour pouvoir dire autant de velléités, autant de choses qui sont aujourd'hui en train de pousser tout le monde à se poser des questions quant à la capacité de l'Afrique de pouvoir renaître. Comment est-ce que des milliers de gens suivent une personne comme celle-là? C'est la question qu'on se pose et c'est à ça qu'on se demande. Est-ce que l'Afrique n'est vraiment pas encore enfermée dans la projection justement coloniale. Donc il faut qu'on étudie tout ça, il faut qu'on analyse tout ça parce que ça a des relents assez subtils, très complexes et qui vont au-delà de la politique. Il faut étudier ça comme une sorte de présence, une présence française qui s'infiltre, s'incruste dans la vie intime même, la vie émotionnelle des Africains pour pouvoir justement aller au cœur de là où se jouent les émotions africaines. Et à partir de ce moment-là, nous avons ce type de réaction avec nos sœurs qui, de temps en temps, quand elles ont la tête qui explose avec trop de rêves, trop de projections coloniales, surtout néocoloniales, elles se lâchent et elles disent des choses qu'elles croient dures comme fer, avoir valeur de science. Malheureusement, nous sommes aujourd'hui à mesure de démontrer tout ça, de déconstruire tout ça, parce que nous avons une science et justement, c'est ce que nous avons commencé à faire. Voilà. Donc, ça ne nous dérange pas beaucoup parce que c'est réconciliable, c'est réconciliable. Nous savons qu'au Gabon, il y a des communautés, il y a des intellectuels, il y a des figures qui sont pour justement le mouvement qui est en train de se mettre en place, celui de la renaissance, la vraie renaissance africaine. Et nous osons espérer qu'ils vont prendre en relais cette discussion, ce travail, pour essayer de remettre les pendules à l'heure, parce que ça expose vraiment un ridicule qui n'a pas de nom. Vraiment, il faut arrêter ça rapidement parce que sinon, c'est le monde entier qui nous regarde, qui attend nous voir mettre en place la renaissance africaine et qui se dit, tiens, les fonds, ils veulent quoi? Une projection, c'est-à-dire une sorte de présentation universelle, qu'ils se fassent voir comme une exception, comme un peuple qui sort de nulle part, qui ne sort même pas de l'Afrique. On a connu des peuples comme ça. Il y a des peuples qui existent comme ça sur notre planète, qui se sont autoproclamés n'appartenir à personne, à nulle part. Même quand bien même la science a reconnu qu'ils étaient de quelque part d'origine. Donc, c'est déplorable, mais on ne perd pas espoir. C'est pas une façon non plus de jeter le pauvre sur notre peuple frère bantou, les Fang, qu'on reconnaît être une partie intégrale, une partie intégrante de ce que nous connaissons dans le département de l'océan, dans le sud du Cameroun, comme ce qui faisait alors à l'époque le royaume, le territoire que nos ancêtres appelaient Ekumambonga. Ekumambonga, c'était ça, cette bande entre le Gabon, le Cameroun, la Guinée équatoriale, qui descendait un peu plus bas, où on se trouve les peuples bantous d'expression linguistique qu'on appelle aujourd'hui il y avait les Benga, les Ndoé, c'est en fait ça, c'est les peuples qu'on catégorise aujourd'hui au sein du Gabon et de la Guinée équatoriale, comme les peuples bantous Ndoé qu'on retrouve comme ça en Angola, à Sao Tomé-Principe, au Gabon, un peu au Centrafrique aussi, au Congo. C'est ça, c'est la grande famille, c'est la grande famille qui a failli être exclue par quelques folies de certains anthropologues
anthropologues français qui, à l'époque, sont venus et ont trouvé une certaine dextérité artistique par les sculptures Fang qu'ils ont volées, qu'ils ont récupérées. Et du coup, compte tenu de la qualité artistique des Fang, ils ont voulu exclure les Fang de la famille Bantou, comme si les Fang n'étaient pas Bantous, alors que les Fang sont des Bantous. Ben voilà, donc voilà quelques éléments qui, comme ça, aujourd'hui, un peu montent dans la tête de nos frères. Et quand, parce que moi j'ai eu la chance et le plaisir d'étudier l'art Fang en stylistique de l'art quand je faisais mes études en sciences de communication et puis en formation en art plastique. Donc, si c'est vrai, la culture Ekan aujourd'hui est valorisée à plus d'un titre dans le domaine scientifique, ça il n'y a pas de doute. Mais ça reste quand même que c'est une culture qui reste une culture bantoue. C'est la culture bantoue, c'est un peuple bantou, c'est l'Afrique, c'est l'épistémologie africaine. Donc nous espérons très vite que nos frères Ekan vont se recentrer après avoir fouillé mon travail scientifique sur Academia, sur la coafrologie. La coafrologie, c'est la nouvelle science africaine, justement, qui nous apporte la restauration, qui restaure. Si vous voulez faire une expérience sur la coafrologie, mes frères Fang, essayez de retrouver vraiment la place qui est, que ce soit dans l'histoire, que ce soit même dans la cosmogonie africaine, qui sont les Fang. Donc, c'est vrai, certains me diront, d'où il sort celui-là, pour venir nous dire qui nous sommes. Bon, c'est un travail scientifique. Notre histoire, l'histoire de notre humanité aujourd'hui, elle est dans les moteurs de recherche qui sont des moteurs de recherche occidentaux, mais qui nous rapportent l'histoire africaine que nous devons essayer de revoir avec justement une vision, une perception coafrologique qui veut dire, ça veut dire centrée africaine, la ramener cette histoire-là à sa matricité, à son origine. Voilà, c'est de ça qu'il est question. Donc, nous devons donc réconcilier l'Afrique avec elle-même, et c'est ce travail-là que nous autres nous faisons avec l'organisation Global Coafro et l'aspect scientifique qui est la coafrologie. Donc, ce n'est pas la réconciliation, ce n'est pas d'effacer les États, non, c'est la réconciliation pour nous, c'est d'abattre les murs mentaux qui nous empêchent de voir que la frontière est une cicatrice, pas une identité. Le Gabon a l'opportunité d'être un phare, mais il ne pourra le faire qu'en guérissant de son propre épistémicide. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour aller plus loin, je vous renvoie au test que j'ai produit, qui va être en ligne sur Academia, mais aussi sur LinkedIn et d'autres moteurs de recherche. Bien sûr que ce podcast va être posté sur notre site internet, bien sûr sur YouTube et TikTok, j'en passe, et d'autres. Voilà, n'oublions jamais un peuple qui renie sa racine au nom de son passeport, finit par n'être qu'une fiction administrative. Je vous demande de m'excuser pour le manque de musique aujourd'hui. En général, nous avons de la musique, mais aujourd'hui, nous avons quelques petites difficultés techniques. Donc, je vous demande vraiment pardon pour cela. Je vais voir si tout est revenu en ordre pour vous passer notre générique. Ouais. Donc voilà, c'est ce que nous avions à échanger avec vous aujourd'hui. N'hésitez donc pas de vous abonner, à nous suivre et justement à relayer cet article au sein de vos communautés et commencer à faire
un travail justement de reconsidération et de reconstitution historique pour que nous puissions avoir bientôt une documentation écan qui la ramène, qui démontre une démarche d'un travail scientifique de retour vers la matrice pour se retrouver et pour se faire, disons, une souveraineté, une vraie souveraineté en tant que peuple bantou, peuple africain, peuple de la matrice. Allez, c'est parti, notre générique finalement est là. Je vous souhaite une très bonne journée. Vous avez écouté La Voix du Coiffro, c'est de 11h disons à 12h ou à 13h, très souvent. Et c'est tous les jours. Nous aurons une petite tranche qu'on va vous passer aussi ce soir, entre 20h et 22h. On se quitte et on se dit à très bientôt. Au revoir.